Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique et la physique statistique. Donc nous parlons du corps noir et nous allons parler maintenant de la catastrophe ultraviolette. Alors, la modélisation théorique du rayonnement du corps noir fut un challenge au cours du 19e siècle. On pourrait même dire que ça a été une énorme épine dans le pied des physiciens, qui avaient là un phénomène qu'ils avaient du mal à comprendre. En effet, l'approche classique ne marchait pas, et ce malgré de nombreux efforts. Alors, on va voir en particulier comment Planck, à la toute fin du 19e siècle, a procédé, et d'ailleurs, à cette occasion, on finit par trouver une solution. À l'époque, on avait déjà découvert les électrons. La découverte était relativement récente. Les électrons qui étaient contenus dans la matière. Et Planck imagina donc que les atomes avaient une certaine structure inconnue, mais où les électrons jouissaient d'une certaine mobilité. Ce qui pouvait expliquer, par exemple, le courant électrique, mais aussi l'effet photoélectrique, c'est-à-dire la possibilité pour une matière, un métal très chaud, un filament d'ampoule par exemple, de voir des électrons éjectés sous l'influence d'un rayonnement ultraviolet. C'est le phénomène photoélectrique qui a permis à Thomson de les étudier dans des tubes sous vide où des flux d'électrons se propageaient d'une cathode chauffée vers une plaque qui les attirait par un champ électrique, et il a pu mettre ainsi l'évidence de l'existence de l'électron et ses propriétés. Et si les atomes sont libres, ils peuvent, par exemple, ou du moins ont une certaine mobilité, ils peuvent par exemple vibrer au sein des atomes. Or, toute charge électrique qui vibre émet un rayonnement électromagnétique et peut également en absorber. Ce qui peut être un modèle ou une approche d'un modèle pour expliquer le rayonnement des atomes, et l'émission et l'absorption de lumière par les atomes. Planck imagina donc la matière comme une assemblée de petits oscillateurs pouvant émettre ou recevoir des rayonnements électromagnétiques à des fréquences qui sont liées à celles de ces petits oscillateurs. Un oscillateur vibrant à, disons, 100 MHz émettrait ou absorberait un rayonnement de 100 MHz. En utilisant les lois de la mécanique classique, pour calculer l'énergie d'un petit système vibrant, en utilisant les lois de l'électromagnétisme, évidemment indispensable ici, et en utilisant la physique statistique, Planck était alors à même de calculer la distribution de vibrations des petits oscillateurs et de là le rayonnement émis. Mais le résultat obtenu de cette manière était totalement absurde. Donc, traçons le rayonnement du corps noir. Il prend donc une forme typiquement comme ceci, et le calcul donnait une courbe que je trace en pointillé. La courbe qui a été obtenue ainsi par ce calcul, et elle colle très bien aux données expérimentales pour de grandes longueurs d'onde. Donc ici, la courbe était absolument parfaite. Mais la courbe s'écarte totalement de l'expérience pour les courtes longueurs d'onde. La courbe théorique continue à grimper alors que la courbe expérimentale redescend. Mais il y a pire encore. Si on calcule l'énergie totale qui est émise, c'est-à-dire la surface sous la courbe, on obtient une énergie totale infinie. Parce que si la surface ici est finie, la surface totale sous la courbe théorique, elle, est infinie. Et c'est évidemment impossible. La matière chaude ou même froide n'émet pas un rayonnement d'énergie infinie.
Donc quelque chose clochait dans la théorie. Mais quoi? Ça restait mystérieux à l'époque. Et notons d'ailleurs qu'à ce stade, les prédécesseurs de Planck n'avaient pas fait mieux. Par différentes approches, même sans connaître l'électron, simplement directement en appliquant la physique statistique au rayonnement, ils obtenaient le même résultat. L'idée de Planck d'une approche plus réaliste était intéressante, mais ne donnait pas un résultat plus efficace, plus réaliste. On avait bien une courbe qui était valable pour les petites longueurs d'onde. Donc une courbe qui collait ici, mais qui cette fois-ci ne marchait plus vers les grandes longueurs d'onde. Cette courbe est appelée la loi de Rayleigh-Jeans. Elle a été obtenue assez tôt par raisonnement utilisant purement la thermodynamique, donc pas la physique statistique, rien que la thermodynamique. Mais il était impossible de l'appliquer dans cette situation, puisque justement ici on n'a pas une approche thermodynamique, mais plutôt une approche microscopique où on utilise la physique statistique. Les approches semblaient incompatibles. Alors, cette divergence de la loi théorique, pour les courtes longueurs d'onde, c'est-à-dire typiquement pour un rayonnement visible, typiquement dans les ultraviolets, fut appelée catastrophe ultraviolette. Alors, quelle pouvait être la solution? Alors, Planck a imaginé une solution qui fut confirmée plus tard, mais, gardons le suspense, nous donnerons la solution dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.